Allez, salut chers amis, chers partenaires d'affaires. Voilà, parce que sur cette chaîne, Entrepreneuriat TV, nous sommes tous des partenaires d'affaires. Moi, c'est tout seul entrepreneur pour vous servir. Voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes à la suite de les sources de droit de société au niveau de la formation en entrepreneuriat. Voilà, il y avait 4 législations. Voilà, la première législation était la législation commerciale et la deuxième était la législation civile. Aujourd'hui, nous allons voir la législation communautaire et les autres législations. Voilà. Donc, on commence. Deux articles du traité de Rome intéressent directement le droit des sociétés. L'article 54-3G et l'article 220-3. Le premier vise à assurer la liberté d'établissement dans les différents pays du marché commun, devenu l'Union européenne depuis la ratification du traité de Maastricht, c'est-à-dire la liberté pour tous les ressortissants communautaires, y compris donc les sociétés, de s'installer dans le pays de l'Union européenne de leur choix. On parle alors un peu de libre-échange, si je ne me trompe pas un peu. Voilà, si on va un peu dans cette étape-là, libre-échange, je pense qu'en Afrique aussi, nous avons les pays, les présidents se sont réunis un peu dans ce contexte. Bon, au niveau des droits des sociétés en Afrique, il est un peu difficile puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous couvert. Voilà, lorsque, par exemple, nous-mêmes en tant qu'entreprise africaine, pour s'installer dans un autre pays, voilà, il est un peu difficile. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Donc, au niveau de l'Europe, ils ont vraiment trouvé une solution, voilà, aux droits des sociétés. Voilà, pour, comment dirais-je, l'avantage de la société, voilà, entreprise. Donc, on va un peu reprendre là, c'est-à-dire la liberté pour tous les ressortissants communautaires, y compris donc les sociétés, de s'installer dans le pays de l'Union européenne de leur choix. À cette fin, il prévoit entre autres la coordination dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes des garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés. Pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. Des associés, quand on parle des tiers, c'est les personnes extérieures de la société. Ça peut être soit des clients, voilà, les fournisseurs et tout ça. Donc, en application de cet article, 9 directives ont déjà été publiées et d'autres sont en réparation. Les deux premières directives adoptées portent principalement sur les règles de constitution ou de publicité, sur la validité des engagements sociaux, sur le capital social. Elles tendent essentiellement à la protection des tiers. D'autres directives relatives aux opérations de fusion, opération par laquelle deux sociétés se regroupent en une seule, et aux opérations de scission, lors desquelles une société se divise en plusieurs entités distinctes, vise le même objectif de protection des tiers, ainsi que la protection des associés. Les plus nombreuses directives traitent de la structure et du contenu des comptes annuels et des commissaires aux comptes qui sont les professionnels chargés du contrôle des comptes. Le second texte communautaire, l'article 220-3, prévoit quant à lui que les négociations seront engagées entre les États membres en vue d'assurer la reconnaissance mutuelle
des sociétés, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège du pays de pays en pays à pays, la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes. Ce texte vise donc à faciliter l'activité des sociétés établies sur le territoire de l'Union européenne, en leur permettant de travailler à partir d'un pays vers un autre, de changer de pays d'implantation, etc. Malgré cet objectif important, seule la reconnaissance mutuelle des sociétés a fait l'objet d'une convention en 1968. Un projet de société européenne, c'est-à-dire d'une société qui se créerait plus ou moins directement en application du droit européen sans référence aux législations nationales, est à l'étude depuis longtemps, mais semble avoir peu de chances d'aboutir. À titre de substitut, le Conseil des communautés a adopté en 1985 un règlement instituant le groupement européen d'intérêt économique, GIE. Le groupement européen d'intérêt économique permet à plusieurs sociétés de se grouper pour faciliter le développement de leurs activités. Et tout ça, on parle des droits des sociétés, voilà. Les droits pour permettre, les droits représentent les sociétés, permet à, comment dirais-je, les sociétés entreprises, qui viennent tout simplement à leur avantage. Voilà. Donc, le règlement de 1985 précise directement dans une mesure importante les principales règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution du groupement, mais il renvoie sur certains points à la législation des États membres. Malgré le but expressément limité du GIE, qui est en fait le groupement européen d'intérêt économique, à qui il est interdit de réaliser des bénéfices, il connaît un certain succès, comme en témoignent les avis de constitution publiés par le journal officiel des communautés européennes. Donc, quand on parle de groupement, bon, je pense que c'est un peu sous forme de coopérative, des associations coopératives, voilà, un système comme ça. Donc, un peu, c'est ce qu'on voulait voir un peu sur la législation communautaire au niveau des sources de droit des sociétés. Donc, nous allons maintenant voir les autres législations, voilà, les autres législations, comme on le dit. Donc, l'influence du droit fiscal et du droit social a déjà été relevée à l'occasion de l'exposé des insuffisances de l'entreprise individuelle. Donc, on revient un peu aux insuffisances de l'entreprise individuelle. Voilà, les sociétés tout court piétinent l'entreprise individuelle. Voilà, donc c'est toujours comme ça. On se forme en entrepreneuriat pour diriger une entreprise, pour créer et diriger une entreprise. Donc, l'entreprise individuelle a ses avantages, mais a beaucoup d'insuffisances. Donc, il est toujours important, lorsque vous êtes un entrepreneur individuel dans une entreprise individuelle, de se constituer en société. Donc, on va reprendre. L'influence du droit fiscal et du droit social a déjà été relevée à l'occasion de l'exposé des insuffisances de l'entreprise individuelle. Il constitue donc des facteurs décisifs dans la décision de créer une société. Il n'en demeure pas moins des paramètres essentiels tout au long du fonctionnement de la société. Je pense qu'on se fait bien comprendre, voilà. C'est ainsi que le droit fiscal dicte de nombreuses décisions de gestion aux dirigeants, notamment en matière d'amortissement et de distribution des bénéfices. Le droit social, quant à lui,
à travers ces dispositions sur la participation, permet aux salariés de s'associer aux résultats de la société et même à son contrôle. Dans une société anonyme, le comité d'entreprise, voilà, c'est un organe très important dans une société que nous allons voir par la suite. Voilà, j'en ai déjà parlé au niveau de la définition de l'entreprise. Le comité d'entreprise qui représente les salariés bénéficie du même droit d'information et de communication que les actionnaires. Là, on parle du droit social dans l'entreprise, voilà. En outre, si un accord de participation ou d'intéressement a été passé dans l'entreprise, les salariés ont droit au versement de primes liées aux résultats ou à l'accroissement de la productivité de l'entreprise. Tout ça, ce sont les sous-droits de société entreprise dans le droit social. Enfin, dans les sociétés anonymes du secteur public, le tiers des sièges du conseil d'administration est réservé aux salariés. Mais ces sociétés publiques mises à part, on doit relever que le système allemand de la conjonction n'inspire guère en France ni les milieux patronaux, ni les milieux syndicaux. Donc, on va un peu dans, comme je disais, sous ce droit de société permet aussi de connaître le fonctionnement de chaque entreprise au niveau des formes des statuts juridiques prises. Donc, on va aller maintenant le droit boursier au niveau des droits boursiers. Le droit boursier ne doit pas non plus être méconnu. Il ne vise certes que les sociétés faisant appel public à l'épargne. Le mot appel public à l'épargne, nous allons connaître, pour ceux déjà qui sont dans l'économie le connaissent. Voilà. Les sociétés cotées essentiellement, mais ils constituent aujourd'hui un important... Et donc voilà. Il ne vise certes que les sociétés faisant appel public à l'épargne. Donc, comme je dis, on va voir la définition de l'appel public à l'épargne bientôt. Voilà, quand ceux qui seront abonnés à la chaîne, voilà, vous aurez la définition, comment se passe un appel public à l'épargne. Voilà. Les sociétés cotées essentiellement, mais ils constituent aujourd'hui un volume important de tests élaborés plus par le juge et par certaines autorités administratives indépendantes, telles que la commission des opérations de bourse, que par le législateur. La commission des opérations de bourse jouit par ailleurs de nombreuses prérogatives qui en fait le gendarme de la bourse. Voilà, non, chez nous ici aussi on a le gendarme de la bourse au niveau de la BVR, voilà, la bourse des valeurs mobilières, voilà, qui est le CRIEF, je crois, un truc comme ça, voilà. Donc, ce qu'on va voir plus tard, voilà. Donc chez nous, je vais vous dire en même temps, voilà. Chez nous, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, voilà, c'est le CREP, voilà, on dit CREPMF de l'UEMOA. Voilà, ce sont eux qui sont les gendarmes de la bourse. Voilà, au niveau de la BVR, la bourse des valeurs mobilières, voilà, en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, voilà, c'est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, voilà, de l'UEMOA. Ainsi, elle appose son visa sur les notes d'information que les sociétés doivent publier avant tout appel à l'épargne publique. Voilà, donc ce sont au niveau des appels à l'épargne publique qui sont très importants pour les sociétés cotées, qui, voilà, en bourse. Voilà, donc ce sont eux qui approuvent, voilà, les décisions, qui mettent les OK avant qu'une entreprise fait appel public à l'épargne. Donc, ce sont eux les gendarmes de la bourse, voilà, comme ça qu'on peut le dire. Donc, on va continuer. C'est elle qui surveille le déroulement des offres publiques d'achat,
Là, les OPA, tout, on va voir aussi comment fonctionnent les offres publiques d'achat. Pour ceux qui seront abonnés à la chaîne, voilà, vous aurez aussi tout cela. Ces opérations par lesquelles une société prend le contrôle d'une autre société. Donc, c'est à partir comment dirais-je, de déroulement des offres publiques d'achat, voilà, cela permet à une autre société de prendre le contrôle d'une autre société. Voilà. Donc, on continue. La connaissance du droit pénal, enfin, est souvent nécessaire. D'ailleurs, la loi du 24 juillet 1966 est divisée en deux titres. Le second étant tout entier consacré aux dispositions pénales, l'abus de biens sociaux en est l'exemple le plus connu. Au titre du droit pénal, le droit pénal du travail est également important, notamment les règles relatives à la sécurité et à l'hygiène. Là, on parle des salariés, des salariés dans l'entreprise. Enfin, le droit des sociétés s'est enrichi d'un type inédit de responsabilité pénale. Celle des personnes morales elles-mêmes. Dorénavant prévue à l'article 121-2 du nouveau code pénal, les peines encourues sont bien sûr originales. L'emprisonnement est évidemment exclu, mais la peine de mort a été rétablie à l'encontre des sociétés, le juge pouvant en effet prononcer leur dissolution. Là, on va directement à la liquidation judiciaire. Donc, la liquidation judiciaire, on parle de redressement aussi judiciaire, tout ça, des entreprises en difficulté, en droit de la faillite. Donc là, c'est des documents, nous allons voir aussi cette formation-là, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, mais ce seront des formations payantes. Voilà, ce sont des dispositifs de pointe pour tout entrepreneur. Voilà, tout entrepreneur doit avoir cette information-là, ces documents-là, comme une Bible auprès de lui pour pouvoir protéger son entreprise et protéger l'emploi qu'il a créé à travers son entreprise. Donc, lorsque nous allons arriver à cette étape, là, vous allez prendre connaissance du droit des affaires au niveau de défendre son entreprise en difficulté, voilà, de défendre son entreprise. Mais c'est une formation qui sera payante. Pour ceux qui sont intéressés, déjà peuvent me faire signe par email ou appeler au numéro qui est présenté sous la vidéo pour prendre contact avec moi. Et puis, bon, vous aurez les documents suivis d'une formation vidéo en privé. Voilà, bien sûr. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous pour mettre fin aux sources de droit des sociétés. Donc, au niveau des sources de droit des sociétés, voilà, c'est ce qu'on avait 4 législations qui sont basées sur des lois, voilà, qui ont commencé à partir de l'Europe, voilà, et puis l'Allemagne. Donc, par la suite, nous allons voir maintenant, toujours en droit des affaires, nous allons voir la définition et caractères fondamentaux de la société. Voilà. Et puis par la suite, nous allons voir l'affectation de biens ou de services. Voilà, donc quand on dit l'affectation de biens et de services, vous allez comprendre. Et donc aussi par la suite, la volonté de s'associer. Pour cela, tout cela va dans le fonctionnement d'une entreprise. Cela va ouvrir votre esprit, voilà, d'entrepreneur pour mieux comprendre le monde des affaires. Voilà, donc il est très important aussi de vous abonner à cette chaîne parce que dans cette chaîne, vous aurez toutes les informations nécessaires pour être des entrepreneurs capables et aguerris dans le monde des affaires. Donc, merci de m'avoir suivi. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, car cela vient dans votre intérêt. Voilà, vous aurez à partir de cette chaîne des formations gratuites en entrepreneuriat et aussi malheureusement des formations payantes. Et ces formations payantes sont des dispositifs de pointe pour tout entrepreneur, voilà, conçus soit par des cabinets de gestion ou par la justice en droit des affaires.
Donc, activez la petite note de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Voilà, et partagez aussi cette vidéo. Voilà, pour permettre aussi à d'autres personnes de se former afin que nous créions ensemble un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs pour faire les affaires. Car notez bien sur cette chaîne, nous sommes tous des partenaires d'affaires. Donc, pour le but de cette chaîne, vous pouvez voir en bas de cette vidéo, voilà, les informations sont là. Le but de la chaîne Entrepreneuriat TV, voilà, je vous demande toujours de voir le but parce que aussi c'est très important. Nous allons suivre ces buts pas à pas jusqu'à atteindre le dernier des buts. Donc, c'est comme ça Entrepreneuriat TV va fonctionner. C'est une belle aventure que nous ferons ensemble. Voilà, donc abonnez-vous maximum et partagez cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Moi, c'était tout seul entrepreneur pour vous servir. Okay.